Alors, me revoilà assez vite, ou pas, puisque ça fait un peu plus de 2 ans que je n'ai pas publié de longues vidéos ou de podcasts sur ma chaîne, à part quelques petites vidéos par-ci par-là qui sont issues des réseaux sociaux. Donc, dans cet épisode, vous avez vu, on va parler de couteau pour une fois, en vous donnant simplement mon point de vue sur la question, puisque ça fait partie des messages et des demandes que je reçois le plus souvent. Ça va me permettre aussi de vous donner quelques nouvelles et de vous tenir à jour de mes prochains projets. Alors pendant un long moment, je n'ai rien publié sur ma chaîne ou sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que c'est les réseaux sociaux, parce que c'est un monde dans lequel je me sens de plus en plus étranger et je pense que je ne suis pas très favorisé par les algorithmes parce que je fais pas de vidéos courtes, je fais pas de trucs engageants, je pense, et je fais pas de trucs commerciaux pour vendre des produits. Donc je pense que je suis boudé par les algorithmes, mais ça c'est pas grave. Le gros de mon travail, ça me permet de me concentrer sur mes prochains projets et puisque ça fait un moment que je n'en ai pas parlé, sachez que désormais vous pouvez me retrouver régulièrement dans le magazine Le Cercle APS. APS, Apprendre, Préparer, Survivre. Ce magazine s'intéresse à toutes les questions de survivalisme, autonomie, permaculture et donc un petit peu de bushcraft et d'outdoor. Alors le gros avantage, le gros point fort de ce magazine, c'est qu'il n'est financé que par ses lecteurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de publicité déguisée ou de publi rédactionnel et donc quand on doit vous parler de matériel en quelque sorte, au moins on n'est pas tenu par les annonceurs et on peut tout à fait dire ce que l'on pense. Donc je vous invite à aller découvrir le Cercle APS et le site Apprendre, Préparer, Survivre avec les liens que je mettrai dans la description. Vous pourrez m'y retrouver aux côtés de certains auteurs talentueux et spécialisés dans leur domaine, notamment François Couplan pour ceux qui s'intéressent un petit peu aux plantes sauvages, Dimitri Eledge pour ceux qui veulent faire un petit peu de do-it-yourself et des bricolages en bois, fabrication d'outils et d'objets. Et également Frank Ropers dans ce qui concerne la défense personnelle, la sécu perso. Prochain livre, prochaine publication au printemps 2025. Je ne peux pas trop en parler, mais il s'agira vraiment d'un ouvrage naturaliste. Alors je suis très fier de ce que ça va rendre, ça va être quelque chose d'assez dense. Vous le savez, je suis issu du bushcraft. Vous le savez ou vous ne le savez pas, si vous me découvrez. Je suis issu du bushcraft, donc vraiment se débrouiller avec les ressources de la nature. De là, je suis plutôt parti vers la navigation naturelle, c'est-à-dire s'orienter grâce aux indices de la nature, sans boussole, sans GPS. Et en fait, de fil en aiguille, j'en suis venu vraiment à me trouver une passion pour le naturalisme de terrain et l'écologie de terrain. Et il s'agit là plus d'apprendre à lire les paysages, c'est-à-dire lire vraiment tous les indices que nous offre la nature. Donc cet ouvrage-là devrait paraître au printemps 2025 et j'aurai l'occasion d'en reparler très bientôt. Donc les couteaux. Alors, j'ai dû créer ma chaîne YouTube en 2016, quelque chose comme ça. Et depuis ce temps, je n'ai pas publié beaucoup de vidéos sur les couteaux pour une simple et bonne raison, c'est que je ne suis pas un expert dans les couteaux. Si vous parcourez ma chaîne, vous allez juste découvrir peut-être une vidéo du moment où je découvre la forge et où je forge mon propre couteau avec l'aide de Paolo Simoes. Et vous avez également une vidéo de présentation du couteau de Paolo qui s'appelle l'Insolent. Et je me rends compte que je suis en train de me prendre le soleil dans la figure, parce que le ciel était très couvert jusqu'à présent. Mais c'est pas grave. Donc pas beaucoup de vidéos sur les couteaux parce que je ne suis pas un expert et les couteaux pour moi c'est simplement un outil. Alors que dans le milieu outdoor, dans le milieu du bushcraft, mais dans le milieu de la coutellerie, il y a des couteaux qui peuvent servir à tout, il y a des couteaux qui ont certaines tâches bien dédiées et puis il y a des couteaux qui sont vraiment des œuvres d'art et qui ne sont pas forcément faites pour être utilisés sur le terrain. Donc moi, ma philosophie, c'est de voir le couteau vraiment comme un outil. Et l'outil le plus important en bushcraft, puisque c'est un tranchant, un coupant, qui va vous permettre de fabriquer d'autres objets, d'autres outils, qui va vous permettre en fait, d'exploiter les ressources que vous avez autour de vous. Alors cette vision utilitariste du couteau,
en fait, ça m'a mené à être assez pragmatique sur la question et c'est aussi pour ça que j'ai jamais trop voulu me prononcer. Donc, dans cet épisode, je voudrais vous présenter ce qui, pour moi, constitue un bon couteau. Quels sont les critères, en fait, que j'essaie de regarder. Alors, bien sûr, depuis que j'ai débuté, sur plus de 15 ans, j'ai eu des dizaines et des dizaines de couteaux entre les mains, ne serait-ce que lorsque on va bivouaquer avec des copains, on s'échange les outils, on essaie de voir un peu ce que chacun en pense. Et force est de constater que tout ne correspond pas à tout le monde. Donc, d'une part, il faut bien comprendre que j'ai jamais parlé de couteau parce que je vois ce côté pragmatique. Le couteau est un outil, mais aussi parce que c'est un outil qui doit s'utiliser sur un temps long. Les couteaux dont je vais vous parler aujourd'hui et les 3 modèles que je vais vous présenter seront des couteaux pour lesquels j'ai quand même eu le temps de les prendre en main, de les essayer, de les tester dans différentes conditions. Et c'est pour ça que c'est aussi très difficile de donner un réel avis sur certains couteaux. Alors, j'ai pas envie de me résoudre à déballer un couteau à partir un après-midi dans les bois et à faire une vidéo immédiatement pour dire si c'est bien, si c'est pas bien. Parce que le couteau, on doit le ressentir, on doit l'apprivoiser et au fur et à mesure, en fait, on découvre un peu sa personnalité. Et des fois, on découvre qu'il y a des petits détails sur la lame qui font que c'est vachement pratique, on ne l'aurait pas soupçonné avant, ou au contraire, on découvre qu'il y a d'autres détails, d'autres fioritures qui ne sont pas forcément adaptés à la façon dont nous, on utilise le couteau. Donc c'est aussi pour ça que j'en ai jamais vraiment parlé, c'est que je pense qu'il faut un temps vraiment long pour tester les couteaux et se faire un réel avis. Donc en fait, choisir un couteau, c'est parfaitement subjectif. C'est pour ça que je vous dis que dans cet épisode, je vais vous présenter les critères qui, moi, me correspondent, les choses que je regarde avant de sélectionner un couteau outdoor. Et peut-être que ça ne va pas du tout vous correspondre à vous, tout simplement. Donc je ne vous propose pas vraiment des conseils, mais plutôt des pistes de réflexion et des petits détails à regarder. Avant de commencer aussi, un petit rappel que en fait, se balader avec un couteau, c'est pas forcément légal. Notamment à l'heure actuelle, là, on est dans une séquence politico-médiatique où on parle beaucoup des couteaux et des usages détournés qui en sont faits. Et j'apprends dans la presse, avec des journalistes qui ont creusé leur sujet, que désormais les couteaux de poche seraient interdits. Alors qu'est-ce qu'un couteau de poche ? En réalité, la définition d'un couteau qui serait interdit par la loi, repose sur une circulaire, alors je crois qui a été mise à jour en 2018. Je crois. Mais en fait, on est bien loin de certains poncifs comme la lame ne doit pas dépasser la taille de la paume, etc. Non. En fait, le critère qui est le plus important au regard de la justice, c'est le fait que la lame puisse être solidarisée du manche. Donc en fait, un couteau pliant, par exemple, s'il dispose d'un dispositif de blocage de la lame, sur un Opinel, par exemple, c'est la virole. Sur d'autres systèmes, c'est ce qu'on appelle le liner lock. C'est une lame de métal qui vient s'intercaler entre le pivot et le manche, le creux dans lequel la lame s'emboîte dans le manche. Si vous pouvez bloquer la lame sur votre couteau, c'est un couteau qui potentiellement pourrait être confisqué et pourrait vous causer du tort. Bon, en réalité, je me suis déjà fait contrôler, j'ai déjà montré ce que j'ai sur moi. Alors, dans la vie de tous les jours, j'ai un Victorinox. D'ailleurs, même là, je l'emporte dans les bois avec moi. Un Victorinox, typiquement, n'a pas de dispositif de blocage de la lame. Il y a une rétention, mais la lame n'est pas bloquée. Elle se replie très facilement, c'est pour ça qu'on ne va pas l'utiliser en force. Donc ça, typiquement, vous expliquez vite fait que c'est votre outil de tous les jours pour ouvrir des cartons et ça passe. Par contre, bien sûr, vous baladez avec un couteau à lame fixe, en pleine ville, prendre le métro avec, là c'est beaucoup plus compliqué à justifier. Et c'est ça en fait qui pose problème. C'est que, en fait, ça va être laissé à la discrétion de l'agent qui va vous contrôler. C'est-à-dire que si vous vous baladez avec un couteau avec un dispositif de blocage de la lame, à un endroit où vous n'êtes pas censé vraiment l'avoir, ça risque d'être compliqué. Après, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va être un peu plus magnanime et quelqu'un qui va vouloir appliquer à la lettre la loi et peut-être vous le confisquer et vous embêter un petit peu plus. Donc, juste pour être clair, en théorie,
nous les bushcrafteux, nous balader avec des couteaux à lame fixe, puisque c'est un des critères que je souhaite vous exposer, ça peut... en fait, on n'est pas vraiment dans les clous. Voilà. Surtout que là, je me rends compte que j'en ai amené 5 ou 6 des couteaux, donc si je suis contrôlé, je risque d'avoir des problèmes. Mais bon. J'ai une justification, c'est pour cette vidéo. Donc il y a cette idée de la loi, mais bien sûr, nous, on va aller s'enfoncer dans la nature. Et c'est pour ça qu'aussi, vous vous baladez en campagne avec un Opinel dans la poche, ça devrait passer. Vous vous baladez en plein centre-ville de Paris avec un Opinel dans la poche, c'est pas la même histoire. Surtout que les forces de l'ordre, visiblement, contrôlent beaucoup les Opinels. Donc, nous, on veut aller dans les bois. On veut pouvoir réaliser certaines tâches comme récolter du bois pour allumer notre feu. On veut pouvoir allumer notre feu peut-être avec le couteau. On a besoin de sculpter des objets. Notamment, moi j'adore sculpter des piquets de tente en fait, pour me faire une idée sur un couteau parce que je trouve que c'est une réalisation qui est très simple mais qui fait appel à plusieurs techniques et qui permet tout de suite de voir si on va bien le prendre en main, si le couteau répond bien à la sculpture, etc. La réalisation de piquets de tente, si je vous dis pas de bêtises, vous pouvez le retrouver sur mon blog, il doit y avoir un article qui traîne, et sinon c'est disponible dans mon premier livre Nature, Aventure, Survie, ou même dans le grand guide du bushcraft qui a été publié aux éditions Solar et qui est un petit best-seller grâce à vous tous et je vous remercie. Donc on prend un couteau pour aller dans les bois et pour répondre à certaines tâches qui peuvent être exigeantes. On va bien sûr sculpter, on va vouloir réaliser des petits objets avec peu de force, mais parfois on a besoin d'utiliser de la force. Pour tailler par exemple des piquets de tente, on va parfois avoir besoin vraiment d'exercer une certaine contrainte en fait sur la lame et donc sur le bout de bois qu'on veut tailler pour réaliser une pointe par exemple. On va pouvoir avoir besoin parfois de bâtonner, fendre du bois, ça vous pouvez me voir le faire dans pas mal de vidéos aussi, c'est-à-dire que vous prenez votre couteau et vous le placez sur votre tronçon de bois et vous allez venir taper par-dessus avec un maillet improvisé, ce maillet pouvant être un autre morceau de bois. Donc les lames des couteaux bushcraft vont être soumises quand même à des contraintes assez fortes. On va venir les percuter. C'est pour ça que il faut que le couteau soit conçu d'une certaine façon pour pouvoir répondre à tout ça. Alors, parmi moi, les critères que je vois, déjà de très importants, vous l'avez compris, si on veut pouvoir taper dessus, il faut qu'il y ait une résistance. C'est pour ça que, de toute façon, lorsque je parle de couteau outdoor ou de couteau de bushcraft, je parle toujours de couteau à lame fixe, pas de version pliante. Les Opinel qui se plient, les Lyol, les Victorinox, ou même les multitools, les Laserman, tout ça, ça implique un point de pivot. Et ce point de pivot va constituer une fragilité sur votre couteau. C'est pour ça que vous voulez aller dans les bois, vous voulez taper sur votre couteau, vous prenez quelque chose à lame fixe. Lame fixe, ça veut dire que déjà la lame ne se replie pas. Et on essaye de privilégier une continuité entre la lame et le manche, que ce soit fait d'un seul et même morceau d'acier. Donc vous pouvez trouver des mots comme full tang en anglais, la soie pénétrante, ou vous pouvez trouver des trucs comme plate semelle également, ce qui signifie qu'en fait la pièce d'acier qui constitue la lame se poursuit à l'intérieur du manche, et par-dessus on vient éventuellement coller des plaquettes en bois, en matériaux composites, en plastique, peu importe. Mais l'ensemble du couteau, manche et lame, doit être fait d'une seule et même pièce. Alors méfiance du coup avec les fameux couteaux de Rambo. Ce sont des couteaux dits de survie qui présentent généralement un manche creux pour pouvoir y caler un kit de survie. Dans le film Rambo, d'ailleurs, c'est ça. Hein, c'est un couteau qui a été inspiré des couteaux des pilotes d'hélicoptères qui étaient au Vietnam, me semble-t-il. Donc, ils avaient le kit de survie à l'intérieur. Le problème, c'est que beaucoup des fameux couteaux de Rambo que l'on trouve dans le commerce et sur Internet de nos jours, on essaye de tirer le prix vers le bas et en réalité, la lame et le manche ne sont pas constitués de la même pièce d'acier. Et en plus, le fait que ce soit creux, ça gêne un peu l'équilibre, je trouve, de l'ensemble de la pièce. Donc attention, des fois, ces couteaux-là, même si vous avez l'impression que le manche se poursuit avec la lame, en fait, c'est pas la même pièce.
ce qui fait une fragilité et ce qui peut constituer un problème en fait sur le terrain. Donc cherchez quelque chose en soie pénétrante, en plate semelle. Ça se voit très facilement hein, sur la plupart des couteaux qui sont équipés de plaquettes, que ce soit du Mirkata, j'arrive jamais à prononcer ce mot, une transformation en fait de papier mais qui est extrêmement résistante, ou que ce soit des plaquettes en bois. En fait on voit bien que, je sais pas si sur la vidéo vous le verrez, vu que le soleil tape à mort, mais on voit que l'acier se poursuit à l'intérieur du manche. Concernant la lame, donc une lame fixe bien entendu, mais surtout ce que j'aime c'est une lame droite. Quand je dis droite, attention, c'est pas un truc rectiligne, c'est pas un tanto justement. Le type tanto, ça c'est le premier couteau que j'ai sculpté, enfin que j'ai forgé chez Paolo Simoes également. Je ne sais pas si la mise au point se fait, c'est pas grave. En fait le tanto, vous voyez que c'est une lame qui est relativement droite. Et ensuite, il y a un angle qui permet de réaliser la pointe. Donc il y a un angle qui est assez marqué. Ça, pour le coup, c'est pas pratique du tout. C'est pour ça que quand je dis que c'est une lame droite que je cherche, en fait, c'est plutôt une lame avec une grosse partie droite et bien sûr une courbe pour venir réduire et réaliser la pointe. Alors par exemple, ici sur le Mora, vous voyez qu'on a quand même toute cette partie-là qui est droite. Donc c'est, on va dire, 75% de la lame est droite. Ensuite, il y a la courbure qui permet de réaliser la pointe. Alors pourquoi ? Eh bien parce que ça vous permet de plus facilement sculpter. Vous avez un meilleur contrôle sur ce que vous allez réaliser. Et cette partie qui est courbée, en fait, va vous permettre d'aller plus finement lorsque vous voulez vraiment réaliser des petits détails. Pour avoir eu dans la main le couteau qui s'appelle le Tracker de Tom Brown, qui est un auteur très connu dans le milieu du pistage et du bushcraft aux États-Unis, le Tracker, pour moi, ça ne correspond pas du tout à ma pratique. Pour plusieurs raisons. Alors déjà parce que la lame est extrêmement courbée. Ensuite, il y a des petites dents à la base de la lame. Donc en fait, moi, je suis vraiment gêné quand je veux l'utiliser pour sculpter quelque chose. Je peux sculpter quelque chose d'assez finement. Par contre, quand je veux y aller comme un bourrin, j'ai un petit peu plus de mal, en fait. C'est assez paradoxal. Alors, c'est pas que le couteau est mauvais, hein, au contraire. C'est qu'il ne correspond pas à ma pratique. Et aussi parce qu'il a été pensé pour un autre biotope. En fait, il a été plutôt pensé pour les plaines et les déserts d'Arizona et pas du tout pour la forêt ouest européenne, celle dans laquelle moi j'ai l'habitude d'évoluer. Donc, c'est un couteau qui ne me correspond pas. Pour autant, c'est un couteau emblématique dans le domaine du bushcraft également. Donc, le Tracker de Tom Brown, j'essaierai de mettre une illustration pour ceux qui regardent la vidéo. Vous verrez que la lame est extrêmement courbée et ça, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas adapté en fait. Également une lame pleine, c'est la mode des fois de voir ce qu'on appelle les couteaux squelettes ou skeleton. En fait, c'est la lame est tout simplement évidée par endroits. Donc on n'a que le squelette en fait avec le tranchant et le dos de la lame et ensuite des alvéoles qui sont à travers. Alors ça, moi je trouve que c'est une hérésie parce que quand vous allez commencer à sculpter du bois, vos copeaux vont rentrer par-dessus, ressortir dans tous les trous et tout. Voilà. Je conçois que ça puisse être visuellement intéressant, mais le côté pratique, moi j'ai toujours trouvé ça aberrant. J'ai vu notamment un couteau comme ça, un couteau, je crois qu'il était démesuré, de la marque Gerber, et je ne comprenais absolument pas le principe. Bref, c'est juste mon avis personnel encore une fois. Donc, un couteau à lame fixe, lame droite et lame pleine. Ensuite, en termes de taille, justement, on parle du couteau de Rambo, qui est quand même l'archétype du couteau de survie. Et c'est vrai que quand on débute en bushcraft ou dans l'outdoor, on a aussi ce mythe un peu Crocodile Dundee, je crois, même si j'ai jamais vu le film. Mais j'aime bien prendre l'exemple en fait de Rambo parce que quand vous prenez le premier film First Blood, qui est un très bon film, hein, qui est basé sur un roman qui est extrêmement touchant et intéressant et dans lequel on voit que Rambo en fait c'est l'homme complet qui cherche simplement à survivre mais qui est à l'aise dans tous les éléments. Il est plutôt bon un peu partout jusqu'à jouer contre les forces de l'ordre sur leur propre terrain.
Bref, dans le premier film de Rambo, le couteau, c'est un couteau de survie typique de l'armée américaine. Et puis au fur et à mesure des épisodes, on voit que le couteau gagne en taille et ça se termine. Alors, moi j'ai dû arrêter à Rambo 3 ou Rambo 4, je ne sais plus, où c'est une machette et puis il va décapiter des birmans avec. Bon, on n'est pas dans le même cadre. Donc, on va essayer de conserver une taille relativement correcte. Donc, moi, la taille que je vise en général, c'est grand maximum, entre 20 et 30 cm sur l'ensemble. Je dis sur l'ensemble de la lame plus le manche. Au-delà, ça fait vraiment... pour au-delà, je trouve que c'est trop massif. Et ça ne me sert pas pour 2 raisons, je dirais. La première raison, c'est que lorsque je pars en bivouac, j'aime bien emporter avec moi une hachette. C'est-à-dire que, en plus de mon couteau, j'ai un outil que je peux manier avec force, qui a beaucoup d'inertie, beaucoup d'impact, et qui me permet de fendre du bois, par exemple. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir un couteau démesuré, puisque je sais qu'à côté, j'ai une hachette qui peut me rendre beaucoup de service. Deuxième chose, c'est que lorsque vous gagnez en taille, vous allez vous acheminer non plus vers des couteaux outdoor, couteaux de bushcraft, on va vraiment aller sur ce qu'on appelle le couteau de camp, c'est-à-dire une espèce de grosse machette bien lourde qui a beaucoup d'impact, beaucoup d'inertie. Le couteau de camp, il faut le voir comme la transition entre le couteau que l'on porte à la ceinture, qui permet de faire tous les bricolages qu'on a envie dans les bois, et cette hachette, justement. Alors, le problème, c'est qu'à vouloir jouer sur les 2 tableaux, on est à l'aise. On n'est pas vraiment à l'aise dans les 2 domaines. C'est-à-dire qu'avec un couteau de camp, vous n'allez pas pouvoir sculpter finement, ou alors c'est difficile parce que justement c'est un objet qui est lourd, qui est massif. Et d'un autre côté, vous n'allez pas avoir autant d'impact qu'avec une hachette ou une hache que vous emportez sur le terrain. Donc, chacun son truc. Je sais que j'ai des copains qui adorent leur couteau de camp et qui vont bivouaquer avec à chaque fois. Ils prennent que ça, ils ont besoin de rien d'autre. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir un petit couteau à ma ceinture et la hachette accrochée au sac à dos pour pouvoir fendre le bois. Donc voilà, en termes de taille, en termes de masse, 30 cm, ça me semble être déjà un grand maximum. Concernant la lame, toujours, il y a un petit détail auquel moi je fais très attention. En fait, je suis un peu un paranoïaque de la coupure. Lorsque j'ai débuté, j'avais tous les mauvais réflexes que vous voulez. J'utilisais en plus un couteau pliant. Et un jour, crac, j'ai pas réfléchi, 6 points de suture au pouce, 2 à l'index, bref, je m'en souviens encore. Heureusement que j'avais quelqu'un pour me conduire à l'hôpital. Mais depuis, je fais toujours très attention au potentiel risque de coupure ou de piqûre avec la pointe. Et c'est pour ça que je vous déconseille absolument les couteaux avec un contre-tranchant. En particulier si vous êtes débutant. Si vous avez déjà appris à bien manier votre couteau, certains adorent le contre-tranchant, ils y voient un gros intérêt. Moi, personnellement, je ne suis pas adepte. Donc un contre-tranchant, c'est par exemple sur ce couteau-là, qui est l'insolent de Paolo Simoes, le copain Paolo. Ici, vous voyez qu'au dos de la lame, il y a toute cette partie-là qui présente également une émouture, donc qui se rétrécit pour former un tranchant. Alors, sur cette version-là, sur celui que j'ai, en tout cas, il n'a pas été aiguisé, il n'a pas été affûté. C'est-à-dire que je ne peux pas me couper là. C'est volontaire, parce que je ne veux pas avoir un contre-tranchant qui est la porte ouverte à d'autres blessures. Donc ce contre-tranchant là, moi je m'en sers uniquement pour garder le Firesteel en fait, et encore, vu qu'il n'est pas affûté dans l'angle parfait, ça ne fonctionne pas super bien. Donc j'évite. Donc contre-tranchant, j'évite, et également des fois au dos de la lame, autant que j'en parle tout de suite, on va trouver, sur le couteau de Rambo par exemple, c'est le cas, des dents de scie. Alors, les dents de scie, pareil, ça va réduire en fait l'efficacité de votre couteau, ça va générer de nouveaux risques de blessures. Et puis en général, les dents de scie qui sont au dos de la lame d'un couteau, la zone est tellement réduite que vous ne pouvez pas vraiment scier, quoi. C'est du dépannage, mais ça ne va pas être une vraie scie vraiment utile. Quand je dis que ça limite l'efficacité de votre couteau, c'est le cas pour le contre-tranchant également. C'est que si vous voulez bâtonner,
en fait, vous allez juste dégommer votre maillet improvisé, votre bout de bois. Vous n'allez pas avoir de puissance de frappe en fait dessus. Donc, contre-tranchant et les dents de scie au dos de la lame, on évite. Moi, j'aime bien avoir un dos de lame plat qui peut être bien sculpté à 90 degrés. Parce que ça a une utilité pour gratter un Firesteel. On en reparlera juste après, justement. Autre critère, moi, que j'aime bien, tant que je l'ai dans la main, c'est l'ergonomie, la symétrie et l'équilibre. Je vais parler tout de suite de la symétrie parce qu'en fait, ça se trouve très facilement. Lorsque vous prenez votre couteau en main, moi je trouve que c'est intéressant de tout de suite savoir dans quel sens il est. C'est-à-dire qu'il peut faire nuit, vous ne regardez pas ce que vous faites. Si vous saisissez votre couteau, au moins que vous sachiez tout de suite si le tranchant est orienté vers vous ou s'il est orienté vers l'avant. Et pire encore, si la lame elle est vers le bas ou vers le haut. Alors, ça peut paraître une évidence, parce que dans la vie de tous les jours, quand on utilise des couteaux de cuisine, par exemple, ça se fait tout seul. Très souvent, il y a une garde, il y a une encoche pour pouvoir placer le doigt, mais ce n'est pas toujours le cas. Un copain avait ramené un couteau de la marque Easy, je ne sais plus quel modèle c'est Easy Kempler, je crois, un truc du genre. Ça doit être le Easy Kempler, il faudrait que je vérifie, je vous mettrai l'image. Et en fait, c'est un couteau que je n'ai pas aimé en raison de ce manque d'asymétrie. Le couteau, il est relativement plat. Il n'y a pas moyen de discriminer la gauche, la droite, l'avant, l'arrière, sauf avec la présence d'une petite garde ici. C'est-à-dire que si vous prenez le manche un peu trop bas, en fait, vous ne savez pas trop où vous êtes sur le manche. Vous ne savez pas où vous vous situez, vous ne savez pas dans quel sens est la lame, vous ne savez pas dans quel sens est le tranchant. Ça me dérange. Pareil, toujours pour des raisons de sécurité. Quand je prends un couteau au hasard, j'aime bien savoir dans quel sens il est, dans quel sens il tombe dans ma main. Donc la symétrie, et ensuite je vous ai parlé de l'équilibre et de l'ergonomie. Alors là, par contre, désolé, mais les achats sur Internet, ça ne va pas vous rendre justice là-dessus. Surtout si vous vous tournez vers un couteau d'artisan, de coutelier. En général, les couteaux industriels, ils ont déjà été étudiés, ils ont passé les bancs d'essai pour correspondre à 90% de la population. Donc ça, la question ne se pose pas trop. Par contre, chez un artisan, des fois, en fait, on va ressentir si le couteau tombe bien en main. Et pour savoir s'il tient bien, s'il tombe bien en main, il vous suffit de le prendre et de ne le tenir que par le pouce et l'index. Et vous le faites un peu osciller comme ça entre votre pouce et votre index pour essayer de trouver son équilibre. Vous allez vite ressentir, après en remettant vos doigts, si le poids du couteau va plutôt être dirigé dans votre paume ou si au contraire ça va plutôt être la lame qui va guider le mouvement. Et ça c'est parfaitement personnel, c'est un peu indescriptible en fait. Vous allez vite sentir si le couteau vous correspond en termes d'équilibre et d'ergonomie. Un petit détail sur l'ergonomie. Au-delà de l'équilibre, c'est l'épaisseur du manche. Moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est que j'aime beaucoup les couteaux qui sont un peu charnus, les couteaux qui remplissent bien la main lorsque je referme mes doigts dessus. Ce n'est pas le cas de tous les couteaux. Alors, par exemple, le couteau L'Insolent, dont je vous ai déjà parlé. Alors, il y a une présentation en plus du couteau L'Insolent sur ma chaîne YouTube, et c'est un excellent couteau outdoor. Franchement, c'est un excellent couteau outdoor. Vous allez vraiment vous marrer parce que comme son nom l'indique, c'est un couteau de sale gosse. Si vous regardez la vidéo, vous allez voir qu'en fait il a été pensé pour le sale gosse qui veut partir dans la nature s'amuser. Vous pouvez adapter un lance-pierre ou un lance-flèche au niveau du talon du couteau. Vous avez le petit kit de survie qui est avec la boussole, le Firesteel, machin. Donc enfin, c'est génial, c'est super. C'est un excellent couteau outdoor, mais et ça j'en ai discuté avec Paolo, il a été pensé pour être manipulé avec des gants. En effet, si vous regardez l'épaisseur du manche, les plaquettes, alors même si elles sont sculptées avec des encoches et tout, et ça permet de bien le prendre en main, les plaquettes sont relativement fines. Alors que si vous prenez le premier naturaliste que j'ai forgé, vous voyez que les plaquettes sont beaucoup plus épaisses en fait. Enfin, vous voyez ou vous ne voyez pas, selon si vous êtes sur YouTube ou sur un podcast. Et là on touche vraiment au ressenti personnel.
Moi, mon ressenti personnel, c'est d'avoir un outil qui est massif, qui tient bien en main. Pour d'autres personnes, le ressenti personnel, ce sera d'avoir quelque chose d'assez fin entre les doigts. Donc c'est du ressenti personnel. Si vous aimez manipuler le couteau avec des gants, vous allez privilégier quelque chose de relativement fin. Si comme moi, vous aimez bien manipuler à main nue, le couteau, le manche un peu charnu, ça vous correspondra peut-être un peu plus. Mais là encore, on parle d'ergonomie. Et ça doit être adapté à chacun, à la forme de vos mains, à votre ressenti, à votre expérience. Donc on touche tout de suite à un domaine qui est un peu plus délicat, c'est-à-dire que là, en fait, pour vous faire une idée sur un couteau, le mieux c'est de l'avoir en main et de le ressentir, voir un petit peu vers où se dirige le poids et comment vous allez pouvoir l'utiliser. Autre critère, alors vous voyez que déjà là, vous avez déjà matière à réfléchir, à regarder un peu l'outil qui vous intéresse et à vous dire ok, ça va être plus ou moins adapté à ce que moi je veux faire. Ensuite, bien sûr, dans les couteaux outdoor, vous avez des tas et des tas de fioritures. On a parlé des dents de scie au dos de la lame. Voilà, moi, c'est quelque chose que je n'aime pas, que je rejette. Donc, si je vois un couteau avec des dents de scie au dos de la lame ou même à la base de la lame, à la base du tranchant, moi, je vais passer mon chemin. Ça ne va pas m'intéresser. Ensuite, il y a des petites fioritures. Donc, alors, le contre-tranchant, j'en ai parlé aussi. Moi, j'en veux pas. Par contre, on va très souvent trouver des œillets, par exemple. Alors, les œillets, il y a du pour, il y a du contre. Il y a du pour, il y a du contre, c'est-à-dire que quand on a un couteau comme ça, par exemple, avec un œillet à la base, quand on a un couteau comme ça, avec un talon qui est ostensiblement percé, on a très envie d'y faire passer une dragonne. Donc d'y faire passer une petite ficelle. Et cette dragonne, on a très envie, quand on n'y réfléchit pas trop, de la nouer autour du poignet en disant comme ça au moins, si le couteau tombe, je ne vais pas le perdre. Ouais, mais quel est l'intérêt de vouloir se balader avec un couteau qui est retenu à votre poignet et qui va se balancer ainsi et potentiellement vous blesser? En fait, moi, je vois cette histoire de dragonne, là, pour moi, pareil, c'est pas quelque chose de cohérent. C'est-à-dire que si je dois lâcher mon couteau, je préfère le lâcher à la limite qu'il tombe. Voilà, il va peut-être me tomber sur le pied, bien sûr, mais au moins, il ne va pas rester attaché sur moi et à me lacérer le visage ou les vêtements, enfin bref. La dragonne, je dis non. Mais ça a quand même son utilité. Sinon, je ne l'aurais pas mis sur mon naturaliste également. C'est la seule utilité que j'y vois, c'est en hiver, c'est pour renforcer l'appréhension. En hiver, je fais passer ma petite dragonne dans l'œillet et je vais venir la nouer. Je mettrai une photo également dans la vidéo si j'y pense. Je viendrai la nouer à la base de la lame pour venir enserrer en fait mes doigts. Alors pourquoi je vous dis en hiver? C'est parce que quand on manipule le couteau avec des gros gants ou avec des moufles, parfois l'appréhension est un peu diminuée et a fortiori si on connaît malheureusement une certaine hypothermie avec une perte de l'appréhension au niveau des doigts. C'est quelque chose qui se produit. Pour peu que vous passiez un petit peu de temps dans la nature, vous allez forcément connaître à un moment un phénomène d'hypothermie, ne serait-ce que légère. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et on n'a plus vraiment la sensation dans les doigts et on a du mal à tenir son outil. Donc là, le fait d'avoir cette petite cordelette par-dessus les gants, ça permet en fait d'ouvrir la main et le couteau ne tombe pas. Et on le garde bien en main. Il n'est pas en train de se balader au bout de la ficelle, il reste là où il doit rester. Donc, dans ce cadre-là, je trouve que c'est intéressant. Après, bien sûr, il y a d'autres utilisations. Alors, quand il y a plein d'œillets sur le couteau, c'est le cas du tout premier que j'ai eu, tout premier couteau d'artisan. Ça vous permet éventuellement de bien le sécuriser sur une branche si vous voulez aller décrocher quelque chose dans un arbre. J'ai jamais eu à l'utiliser de la sorte. Donc pour moi, un seul œillet à la base, c'est largement suffisant. Un petit détail que j'aime bien, si la mise au point se fait, voilà. Ce sont des petits créneaux, des petites indentations en guise de repose-pouce à la base de la lame, à la jonction entre le manche et la lame. En fait, j'aime bien parce que ça me permet d'avoir une meilleure tenue. Ça évite que le pouce glisse lorsque on taille, lorsqu'on bricole.
c'est toujours agréable. C'est pas indispensable, mais c'est agréable. Ensuite, vous avez tout un tas de petites choses qui peuvent être rajoutées sur la lame. Donc une émouture différente entre la base et le sommet. La forme de la pointe aussi est intéressante. Alors oui, j'ai oublié d'en parler. La forme de la pointe, pour moi, c'est capital. Parce que ici, par exemple, on a une pointe qui est plutôt centrée par rapport à l'axe du couteau. Donc cette pointe déjetée, ça a deux avantages. Alors c'est que officiellement, ça renforce la solidité de la pointe. Bon, si vous voulez aller casser la pointe de votre couteau, c'est que déjà vous ne l'utilisez pas forcément à bon escient. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est gratter mon fire steel, et ça, vous le voyez dans d'autres vidéos. J'ai une vidéo sur utiliser le couteau et le fire steel. J'aime bien gratter avec la pointe. Donc, comme je disais, voilà, j'aime bien avoir une pointe déjetée parce qu'en fait, quand je vais venir gratter mon fire steel, je peux pousser avec mon pouce la pointe sans craindre de me blesser. Alors que si j'utilise une pointe beaucoup plus marquée, comme sur celui-ci, là j'ai la pointe qui peut être au contact de mon doigt, le doigt qui tient le fire steel. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai pensé mon couteau avec cette pointe légèrement déjetée, plutôt centrée par rapport à l'axe du manche. Donc ça fait partie des fioritures aussi à regarder. Et dernière chose que personnellement j'aime bien, parce que je l'utilise régulièrement, mais tout le monde n'en a pas forcément l'utilité, c'est un talon. Alors le talon qui dépasse du manche, donc c'est une petite pièce d'acier, mise au point quand tu nous tiens, une petite pièce d'acier qui va dépasser du talon. Ici, elle est crénelée. En fait, ça permet de dilacérer des écorces, par exemple des écorces de bouleau, des écorces de clématite pour faire un nid fibreux. Ça permet d'écraser les substances de façon assez efficace, en fait. Donc ça fait aussi partie des fioritures que j'aime bien. Et enfin, la grosse question qu'il faut se poser avant d'acheter un couteau quand même, c'est est-ce qu'il est fourni avec un étui? Et ça paraît bête, mais c'est très important, selon moi. Si vous prenez un Mora entrée de gamme ou d'autres couteaux de ce genre, vous allez avoir un petit étui en plastique. Alors, l'étui en plastique, à partir du moment où vous avez quelque chose pour le fixer à la ceinture, moi je trouve que c'est super pratique. Parce que si vous vous baladez avec le couteau au fond du sac à dos, vous allez toujours avoir la flemme de le sortir et vous n'allez pas pouvoir exploiter son plein potentiel déjà, et vous n'allez pas forcément pouvoir exploiter toutes les ressources que vous allez croiser. Donc, avoir un étui qui permet de le porter à la ceinture, c'est plutôt intéressant. Maintenant que l'étui soit en plastique ou en cuir, peu importe. Alors des fois, sur les étuis, vous avez en plus un logement pour le fire steel. Voilà, ça fait partie des petits plus éventuellement qui peuvent vous intéresser. Mais moi, ce que j'aime, c'est simplement un étui chaussette comme celui-là. Un étui chaussette, c'est une pièce de cuir, on glisse le couteau dedans, on le fixe à la ceinture, et c'est amplement suffisant. Alors pourquoi je parle des étuis, c'est que parfois le couteau n'est pas fourni avec un étui. Parfois vous avez un simple fourreau en kydex, et celui-ci par exemple, hormis les petites perforations tout autour du kydex, vous n'avez rien pour le fixer à la ceinture. Donc c'est à vous de bricoler un système de fixation. Et en parlant d'étui, moi j'aime bien l'avoir à la ceinture. Parce qu'à la ceinture, il est solidaire de ma personne. C'est le cas avec certains étuis kydex, certains étuis cuir, comme celui-ci qu'on pourrait fixer également à la bretelle du sac à dos. Il y a des gens qui aiment bien ça. Alors moi, j'évite pour deux raisons. Une, c'est que vous croisez un usager de la forêt, vous croisez des randonneurs. Ça fait pas très bon genre d'avoir le couteau là comme un gars des forces spéciales. Deuxième chose, c'est que quand j'enlève mon sac à dos, j'ai pas envie que mon couteau il parte avec mon sac à dos. Donc si je dois, perdre mon sac à dos lors d'un trek, ou si je dois m'en éloigner longtemps, j'ai pas envie que l'étui il reste sur place. Je préfère avoir l'étui tout le temps sous la main, à la ceinture. Comme ça, je range mon couteau dès que j'en ai pas besoin, je le sors dès que j'ai envie de l'utiliser. Ça me paraît être le meilleur compromis entre le stockage de façon sécuritaire et son utilisation dès que j'en ai besoin. Donc comme je vous l'ai dit, là c'est l'ensemble de mes critères à moi. Je ne dis pas que ce sont des critères
est universel. Peut-être que vous avez d'autres envies. Peut-être que je viens de dire des choses qui vont totalement à l'encontre de ce que vous pensez du couteau. Peut-être. Je le répète, je ne suis pas un spécialiste du couteau et je vous en parle seulement comme un usager, comme un utilisateur de cet outil. Voilà, là j'ai fait le tour. Donc comme je vous l'ai dit, je vais aussi vous recommander 3 modèles. 3 modèles de couteaux selon 3 budgets différents, mais aussi parce qu'ils vont servir 3 approches différentes du bushcraft. Le premier modèle que je recommande tout le temps, dans tous les mails qui m'ont été adressés pour me demander quel couteau de bushcraft, quel couteau de bushcraft, quel couteau de bushcraft, je réponds toujours la même chose. Vous débutez en bushcraft ou alors vous avez déjà une certaine expérience mais vous voulez vous payer un couteau pour démarrer, pour reprendre l'activité. Vous ne cherchez pas midi à 14h, vous vous tournez vers le Mora Compagnon. Le Mora Compagnon, ce couteau-là, c'est mon premier vrai couteau outdoor. C'est-à-dire qu'au début, j'avais des couteaux vraiment pas terribles, qui n'étaient pas adaptés. Clairement, comme je vous l'ai dit, je me baladais avec un couteau pliant à un moment qui en plus avait des dents au niveau de la lame, donc ce qui explique aussi les points de suture, machin. Mais quand j'ai voulu m'acheter un premier couteau à lame fixe, c'est le Mora Compagnon. Ce modèle, le Mora Compagnon, il existe toujours de nos jours et il vaut toujours aussi peu cher, c'est-à-dire que vous pouvez le trouver aux alentours de 15 €. C'est le premier prix que vous allez trouver et avec ça, vous pouvez tout faire déjà en bushcraft. Vous pouvez bâtonner, vous pouvez sculpter, vous pouvez vous aventurer dans toutes les pratiques possibles. Le seul bémol sur le Mora Compagnon, et c'est pour ça que si on regarde la lame, vous allez voir qu'elle est bien attaquée, c'est que le dos de la lame, de base, n'est pas sculpté à 90 degrés. Ce qui fait qu'en théorie, vous ne pouvez pas utiliser un fire steel avec. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement mis un coup de pierre à affûter au dos, pour le limer et en faire un angle à 90 degrés pour pouvoir m'entraîner à utiliser le fire steel avec. Alors, le fire steel, quand on débute, moi je recommande toujours d'utiliser le grattoir qui va avec parce que c'est fait pour, ça évite de se blesser. Mais il vient un moment où on a envie de se la jouer un peu baroudeur et où gratter avec le couteau, ça fait un petit peu fantasmer. Et c'est aussi gagner en polyvalence. Vous avez juste votre fire steel, votre couteau, au moins vous allez pouvoir l'utiliser si jamais vous n'avez pas le grattoir sous la main. Bon. Ce couteau-là, il vaut 15 €. Alors à l'heure où j'écris, je crois que je l'ai vu même à moins cher. Il devait être à 13 € sur une grande plateforme de vente en ligne de différents matériels et notamment de livres. Du coup, vous allez... Voilà, 15 €, c'est pas grand-chose pour un couteau. Et c'est un bon couteau, il est équilibré. Le manche en plastique, il est texturé, donc il est antidérapant. C'est un acier inox. C'est pas un acier qui casse 3 pattes à un canard, mais il fait le job et il est facile à affûter. Parce que ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage, c'est qu'il va falloir pouvoir entretenir votre couteau. Et le fait de pouvoir apprendre à l'affûter, c'est important. Avec un Mora, à 15 €, vous allez pouvoir l'affûter sans craindre d'abîmer la lame. Vous ratez, c'est pas grave, vous allez recommencer. Donc petit à petit, vous allez prendre aussi en main ce côté affûtage et entretien de votre lame. Alors que si vous payez tout de suite un outil de forgeron qui coûte plus de 200 €, quand vous allez vous retrouver face à votre pierre à affûter, ça va pas être la même histoire. Parce que vous allez vous dire « Ah, je vais bousiller le miroir de la lame, on va voir toutes les traces, ça va pas être joli. » Un chevreuil qui passe juste à côté. Une femelle. Donc, vous allez avoir des scrupules en fait à utiliser la pierre à affûter sur un couteau qui vaut cher si jamais vous ne savez pas déjà l'utiliser. Moi, c'est ce qui s'est produit au début. Je ne voulais pas justement acheter un couteau trop onéreux parce que j'avais peur de l'abîmer en fait, en pratiquant dans les bois et en l'affûtant d'une mauvaise façon. Ce Mora, il a vécu. Je vous l'ai dit, c'est mon tout premier couteau. Voilà, la lame est
est marqué de partout. Je remarque en plus que là, j'ai pas dû l'utiliser depuis un moment parce qu'il y a un petit peu de rouille au niveau de la pointe. Il y a des indentations, donc c'est que j'y suis allé quand même fort. Je me souviens que j'avais fait une indentation justement au niveau du tranchant et qu'il a fallu que je reprenne ça avec la pierre affûtée à l'époque. Voilà. Mais ça coûte pas cher, c'est pas grave. Il y a une règle dans l'outdoor, c'est que si vous avez peur d'abîmer votre matériel, c'est que vous l'avez payé trop cher. Ça vaut pour les couteaux, mais ça vaut pour les vêtements aussi. Le nombre de personnes qui se payent des doudounes en Gore-Tex et ce genre de trucs pour aller ensuite les écorcher sur les branches, et là ils sont dégoûtés, bah oui, mais dans ce cas, c'est selon votre expérience, vous n'allez pas mettre le même prix. Donc si vous débutez, moi je vous recommande vraiment le Mora Compagnon, d'autant plus que c'est un couteau, j'ai jamais entendu dire qu'il y a eu des problèmes avec les Mora Compagnon. J'ai vu juste une fois une image, si je me souviens bien, c'était via Paul Kirtley, l'instructeur de bushcraft britannique, qui avait posté une photo, je crois, d'un Mora Compagnon, si je dis pas de bêtises, c'était le même modèle, avec le manche complètement éclaté, on voyait la soie qui était ressortie. Mais il n'y avait aucun élément de contexte en fait, et je crois que c'est ce qu'il disait d'ailleurs. Il n'y avait aucun élément de contexte, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle force a été appliquée sur ce couteau, dans quelles conditions est-ce qu'il a cassé, est-ce qu'il faisait extrêmement froid. Bon, très honnêtement, pour en arriver là, c'est que vous n'utilisez pas le couteau à bon escient en fait, c'est que vous dépassez le cadre de son utilisation. Normalement, un Mora, c'est increvable. Donc c'est mon premier choix pour un petit budget. Vous débutez en bushcraft, Mora Compagnon. Alors j'ai entendu parler bien sûr d'autres marques, notamment Decathlon avec sa marque Soloniac qui a une gamme bushcraft désormais. Il y a d'autres marques qui sont un peu sur ce créneau-là aussi, vraiment l'entrée de gamme du couteau outdoor, mais comme je vous le disais, je ne les ai pas testés et je les ai encore moins testés sur un temps long. Lui, j'ai dû l'avoir pendant plus de 6 ans et je l'utilise encore de temps en temps. Lorsque je vais en stage, je l'utilise devant les stagiaires. C'est une valeur sûre. Au moins, je sais que si je vous recommande ça, c'est pas du pipeau. Donc, Mora Compagnon pour un premier budget. Alors le deuxième couteau, justement, on parle de temps long. Le deuxième couteau que je voulais vous présenter, alors là on rentre dans ce que j'appelle le milieu de gamme qui en fait est très étendu. Le milieu de gamme pour moi ça va être les couteaux qui vont dépasser la vingtaine d'euros. Parce que voilà, pour moi l'entrée de gamme c'est le Mora Compagnon, 15 balles, voilà, très bien. Au-delà d'une vingtaine d'euros, déjà on commence à être dans, pour moi, le moyenne gamme et ça va jusqu'à 100-150 euros. C'est-à-dire que ce sont des outils qui sont fabriqués de façon industrielle, qui sont pensés pour être largement distribués. Certains vont avoir des matériaux plastiques au niveau du manche, d'autres vont avoir du bois, mais en gros, on est sur des trucs très standardisés avec, finalement, hormis le design, il n'y a pas de grosse différence entre chacun. Là, il y a énormément de marques qui inondent le marché. Je vous en citerai quelques-unes tout à l'heure, mais moi j'ai croisé des Jokers, j'ai croisé des Castrom, pour moi même les Easy en fait, même s'ils sont assez onéreux de mémoire, ça rentre dans les moyennes gammes, parce que voilà, on est sur des outils industriels, ils sont bien pensés, mais il n'y a pas le charme de l'artisanal, bien entendu. Et après, c'est pas forcément ça qu'on cherche. Le charme de l'artisanal, j'en parlerai dans la dernière partie, c'est un autre niveau, c'est autre chose. Donc, dans les couteaux industriels de moyenne gamme, je voulais vous présenter ce modèle-là, qui est de la marque Beavercraft. Alors, en toute transparence, c'est la marque qui me l'a envoyé. Celui-là, je ne l'ai pas acheté. Il vaut environ 70-80 euros, je crois, en tout et pour tout. Alors, c'est le modèle BSH, comme bushcraft, numéro 4, Dusk, parce qu'il a ce revêtement noir, et F, parce qu'il est vendu avec son étui et le Firesteel. Alors, intéressant, parce qu'il est bien vendu avec son étui, en cuir. Le Firesteel, pour l'avoir testé, on est sur un Firesteel moyen, quoi. Moyen, il est acceptable, il est correct, il fait des étincelles, et on peut le gratter avec
avec le couteau sans problème. Enfin, sans problème, je vais y revenir. Voilà, il crée des étincelles, mais il ne vaut en rien un Firesteel Light My Fire, qui est quand même la référence en bushcraft. Et si vous êtes débutant, c'est ce que je dis toujours, vous vous achetez un Mora Compagnon et un Firesteel Light My Fire, et c'est parti, quoi. Là, vous pouvez tout faire. Là, pour, me semble-t-il, 50 € le kit, plus une vingtaine d'euros de frais d'importation, parce que ça vient hors Union européenne, ça vient d'Ukraine. Vous avez un couteau donc, de moyenne gamme, qui est constitué donc, de cette pièce d'acier, alors avec le revêtement noir qui lui donne un look quand même honnêtement baroudeur, voilà, avec une belle pointe. C'est pas un contre-tranchant hein, qui est là, j'espère qu'on le voit à la caméra. Moi j'avais peur que ce soit un contre-tranchant, mais pas du tout. C'est juste la sculpture de la lame. Dès qu'on le sort de l'étui, il est utilisable immédiatement, il est super bien affûté. Des plaquettes en noyer, si je dis pas de bêtises. Ça ressemble à du noyer, il me semble que c'est du noyer. Plaquettes en noyer et donc le talon, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec un trou au milieu. Parmi les fioritures, on voit ces créneaux là qui sont au dos de la lame. C'est pas des dents de scie, tant mieux, vous savez ce que j'en pense. Mais ils sont un peu mal positionnés en fait. Donc je pense que ça fait office de repose-pouce, mais moi je préfère quand le repose-pouce il est vraiment à la base du manche. Et en plus, ce positionnement-là, ça gêne un peu pour gratter le Firesteel d'une certaine façon. Alors, vous pouvez gratter avec les créneaux, ça marche très bien, ok. Mais par contre, moi je préfère gratter vraiment sur une zone qui est plus plate. Et pour ça, il faut que je me rapproche du manche, c'est moins facile. En plus, comme je vous l'ai dit, quand je gratte le Firesteel avec mon couteau, moi j'aime bien utiliser la pointe parce que du coup on concentre beaucoup plus de force sur une zone réduite. Ça permet normalement de décrocher des plus grosses étincelles et d'avoir plus de maniabilité. Comme ça, des fois on ne veut pas faire des étincelles, on veut juste faire des copeaux qui vont aller se loger dans votre allume-feu. Et quand vous allez faire des étincelles, ces copeaux vont également entrer en combustion et décupler en fait l'effet des étincelles. Ça facilite énormément la création de flammes. Pareil, ça doit être dans ma vidéo sur le couteau et le Firesteel. Et en fait, voilà, ce qui me dérange, on peut y arriver hein, avec la pointe, mais en fait ce qui me dérange, c'est justement cette pointe-là qui est plutôt dans l'axe supérieur du manche. Comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai toujours peur, moi, de me couper ou de me piquer avec la pointe de lame. C'est un détail, mais ça vous montre que vis-à-vis de ma pratique, ce couteau-là, je le trouve très bien. Pareil, c'est un très bon couteau outdoor, honnêtement. Il tombe bien en main, vous vous bâtonnez avec, il est robuste, la lame est épaisse. Mais voilà, les petits détails moi qui me font tiquer, c'est juste cette pointe-là, mais parce que ça ne correspond pas trop à ma pratique. Les indentations qui sont là, parce que quand vous allez bâtonner, vous allez éclater également votre maillet dessus, alors que peut-être que le maillet, vous voulez le fendre justement aussi pour faire du bois, et en plus vous perdez un petit peu de force au passage. Mais voilà, honnêtement, pour grand max, hein, 80 € pour l'ensemble, c'est pas volé. C'est vraiment très intéressant. À côté de ça, vous avez des couteaux de la marque LA ou Joker qui valent dans les 110, 120 € et qui sont à peu près comme ça, quoi. Ils sont à peu près comme ça. Donc, si vous cherchez quelque chose d'un bon rapport qualité-prix, je trouve que c'est pas volé. Alors, j'ai un peu de réserve sur la façon dont ils vendent leurs outils, puisque si on parcourt le site, on nous raconte que ça, c'est quelque chose qui est forgé à la main. J'ai beaucoup de mal à y croire. Pour moi, ça, c'est quelque chose d'industriel, donc qui a été détouré au backstand. C'est-à-dire qu'il y a des pièces d'acier qui sortent et puis on les passe juste à la machine pour les sculpter. J'ai beaucoup de mal à croire que ça a été forgé à la main, surtout s'il faut fournir du volume. Bon, on va laisser le bénéfice du doute, mais pour moi, ça, c'est issu uniquement du backstand. Mais toujours est-il, c'est un bon couteau d'outdoor. C'est c'est un bon rapport qualité-prix. Donc le couteau BSH 4 Dusk de chez Beavercraft, pour moi c'est le milieu de gamme qui actuellement me semble être le meilleur compromis dans le rapport qualité-prix. Donc dans un premier temps, vous débutez, Mora Compagnon. Vous ne vous posez pas la question, 15 €.
Si vous voulez quelque chose d'un peu plus noble, avec du bois, un joli look de baroudeur, le petit Firesteel et l'étui en cuir, donc je vous dis le BSH4 de Beavercraft, qui franchement qui vaut largement un couteau de type Joker ou LE. Et enfin, si vous avez déjà pratiqué pas mal, vous savez bien utiliser votre couteau, vous n'avez pas peur de l'abîmer sur le terrain, vous savez l'affûter, vous pouvez vous tourner là vers des couteaux de forgeron ou de coutelier. Alors, forgeron, il va vraiment forger l'acier, taper dessus pour donner la forme au couteau, puis après il peut le terminer au backstand. Ou alors coutelier tout simplement, qui détourne des pièces d'acier. Le tout premier couteau, moi, que j'ai eu en ma possession, c'était un couteau qui était réalisé par Pierre-Élie Gaspin, qui avait été développé à l'époque avec le rédacteur en chef Florian Morel du magazine Bushcraft Attitude, qui est disparu malheureusement depuis fort longtemps. C'était un très bon magazine. Ce couteau-là, le Pister, là c'est la version un petit peu... je crois que c'est une version un petit peu sous testostérone, parce que je crois qu'il était un peu plus petit. J'avais demandé de le faire un peu plus grand et de me rajouter le talon. Je crois que le talon n'était pas forcément là au début. Je me souviens plus trop. Là, ce couteau, je ne l'ai pas sorti depuis un moment, donc je vois qu'il y a des petites traces dessus. J'aurais pu passer un petit coup de polish. Mais ce couteau-là, voilà, pour moi, c'était déjà une certaine fierté d'avoir un objet fabriqué par un artisan que j'allais pouvoir utiliser dans les bois. À l'époque, il devait coûter dans les 200 €, quelque chose comme ça. Et c'est pas volé pour un artisan, pour un travail d'artisan. En plus, il y avait l'étui en cuir qui est assez massif, assez robuste. Et pour le coup, vous avez vraiment le plaisir d'avoir un bel objet, un bel outil avec vous. Mais ça, c'est comme pour tous les outils. Si vous voulez juste faire des bricolages le dimanche, vous allez chez Lidl, vous achetez du Parkside. Si vous bricolez beaucoup plus régulièrement ou que c'est votre métier, vous achetez du Makita ou des trucs un peu plus robustes. C'est exactement pareil en fait. Là, c'est un outil. Si vous avez l'habitude de l'utiliser, vous pouvez vous tourner vers des trucs beaucoup plus qualitatifs. Alors, on est sur une autre dimension en termes de tarifs. Après, en soi, en termes de fonctionnalité, il n'y a pas un énorme pas entre l'outil d'artisan, le Pister, et le couteau Beavercraft. Vous voyez qu'il y a des plaquettes en bois des deux côtés, la lame, la pointe, machin. Vous allez avoir les mêmes utilisations. C'est juste, voilà, dans le choix des matériaux, vous allez pouvoir sélectionner les plaquettes. Là, c'est de la ronce de noyer. Vous allez peut-être pouvoir demander certaines améliorations. Donc, comme je vous l'ai dit, je crois que j'avais demandé de le grossir un petit peu et de rajouter le talon en bas. Vous allez avoir un petit peu plus de contrôle, un peu plus de liberté, mais ça se gagne avec votre pratique et votre expérience en réalité. Donc, les couteaux d'artisan, oui, lorsque vous êtes déjà bien lancé dans le domaine. Si vous claquez tout de suite 200 € dans un couteau alors que vous ne savez déjà pas reconnaître un boulot, vous ne savez pas allumer un feu au Firesteel, en fait, quand vous débutez, vous allez juste avoir peur de le casser, de l'abîmer, vous allez être dégoûté quand vous allez faire une indentation dedans parce que vous l'avez mal utilisé. C'est dommage. Voilà. Il vaut mieux attendre un petit peu. Mais le dernier couteau, donc, alors, comme je vous l'ai dit, le Pister, la production s'est arrêtée, vous devriez pouvoir trouver des copies, j'imagine. C'est dommage parce que je trouve que Pierre-Élie Gaspin faisait un super boulot. Bref, c'est dommage. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai fait la démarche d'aller rencontrer un forgeron, Paolo Simoes, donc, qui est devenu un copain, et d'aller forger mon propre couteau avec mon expérience, mon envie et mes critères à moi. Et en fait, la finalité de ce travail-là... Je verrai juste si ça enregistre toujours. Dis donc, ça fait longtemps que je parle. La finalité de ce travail-là, c'est ce que j'ai baptisé le naturaliste. Alors, le naturaliste, il y a eu 3 itérations. Je vous montre la dernière. Donc, sauf erreur de ma part, on est aux alentours de 200 €. C'est un tarif qui est relativement contenu pour la qualité du travail et surtout je ne touche pas d'argent dessus. Je vous le dis tout de suite, moi c'est 0. J'ai juste fait ça pour mon plaisir. Paolo en fabrique sur demande. Il faut le contacter et lui demander. Il ne figure pas dans son catalogue. Et vous pouvez choisir les plaquettes, etc. Moi, voici la dernière itération. Donc c'est le Naturalist Mark III, 3e série.
avec des plaquettes en bouleau madré. Bah oui, on fait du bushcraft, on aime bien le boulot. Une pointe qui est donc bien déjetée, bien plutôt centrée, pour être bien robuste, pour pouvoir bien gratter le fire steel à cette extrémité-là. Un œillet à l'arrière, un talon cranté, un repousse-pouce cranté au niveau de la jonction entre la lame et le manche. Un peu de brut de forge pour bien montrer que lui, il est forgé à la main. Et pour ceux qui regardent la vidéo, vous allez vous dire, mais il n'a jamais utilisé son couteau en fait. C'est vrai, ça c'est la version 3. La version 3, je l'ai reçue il y a 2 ans. Mais en fait, on a apporté quelques petites modifications et on a très légèrement aminci le manche. La version 3, en fait, j'utilise pas parce que moi, je suis resté sur la version 1. La version 1, ça c'est le prototype, c'est moi qui l'ai sculpté. Donc il est fait à la main. J'ai un attachement émotionnel, on va dire, hein, à ce couteau, puisque c'est moi qui l'ai réalisé, sur conseil de Paolo, avec son aide. Et surtout, le manche est un tout petit peu plus charnu. Et comme je vous disais, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. La version 2 avait déjà un manche toujours aussi charnu, un repose-pouce, enfin les mêmes critères. C'est juste que la lame avait une forme très légèrement différente, un petit peu plus allongée. Bref, c'était voilà. Certaines personnes, quand ils ont acheté le Naturaliste, ils ont reçu celle-ci. Désormais, on est sur la version 3, comme je vous disais, qui est vendue avec son étui-chaussette en cuir. Donc voilà, quelque chose de l'ordre de 200 €, grand maximum, hein, me semble-t-il. Vous avez un couteau d'artisan. Mais encore une fois, là, on est sur quelque chose qui est réalisé par un artisan, qui va y passer des heures. C'est pour ça que ça coûte cher. Et encore, vu le tarif, c'est pas volé, comme je vous le disais. Et surtout, c'est un outil que vous allez peut-être avoir des scrupules à utiliser. Moi, c'est celui que je prends à chacune de mes sorties. Donc, comme je vous le disais, connaître ces couteaux, ça nécessite un temps long. Mon Mora, je l'ai utilisé pendant plus de 5 ans. Le Naturaliste, je l'utilise depuis que je l'ai forgé, c'était en 2018. Le Beavercraft, là, je l'ai utilisé pendant 2 ou 3 mois, assez récemment. Ce qui fait que oui, c'est un bon couteau. Je peux vous dire que c'est un bon couteau parce que j'apprécie l'utiliser, mais j'ai pas un retour non plus extra long. J'aurais pu vous parler d'autres couteaux que j'ai eu dans les mains, mais voilà, moi, un test d'une semaine, ça me semble pas être suffisant. Un test d'une après-midi, c'est pas du tout suffisant. Donc parfois, quand un copain me prête, par exemple, le Mora Garberg que mon ami François amenait à chaque fois à chacun de nos bivouacs, je l'ai essayé pendant quelques heures, mais je suis incapable de vous dire si c'est quelque chose qui correspond vraiment à ma pratique ou pas. Je vois que lui, il l'adore, il n'y a aucun problème. Moi, je suis incapable de vous dire si ça correspond vraiment à ce que moi j'attends. Donc, pour résumer, lorsque vous choisissez un couteau, le mieux, c'est de l'avoir dans les mains ou alors de vous tourner vers un truc industriel qui a déjà passé le crible du marketing et qui correspond à 90% de la population. Si vous l'avez dans les mains, voilà, vérifiez que la lame, elle vous convienne, que l'équilibre et l'ergonomie vous conviennent. Pour ça, rien ne vaut l'expérience, en fait. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous rendre compte sur votre couteau, ah, il y a ce truc-là qui me plaît pas, il y a ce truc-là que j'aurais bien aimé améliorer. Ça serait bien si j'avais un œillet, par exemple, c'est ce que je me suis dit sur le Mora Compagnon. Hein. Je me suis dit, mais ça serait quand même chouette si on avait un talon un peu plus développé et puis un œillet pour l'appréhension. Ça se développe au fur et à mesure. Donc commencez petit, hein. Commencez avec quelque chose qui coûte pas trop cher, puis peut-être monter en gamme petit à petit. Et moi, ce que je vous recommande également, si vous en avez l'occasion, c'est d'aller sculpter, forger votre propre couteau. Essayez de trouver un stage chez un forgeron qui s'y connaît bien, qui a beaucoup de bouteilles, et là, il pourra vous donner des tonnes et des tonnes de conseils, issus de son expérience également. Un truc tout bête, mais quand j'ai forgé le Naturaliste, je voulais absolument une émouture scandinave, c'est-à-dire un rétrécissement de la lame, voilà, typique comme sur les Mora. L'émouture, c'est la zone de la lame qui se rétrécit pour former le tranchant. L'émouture scandinave, elle est relativement symétrique en fait des deux côtés. Puis Paolo en fait m'a conseillé plutôt une émouture plate, c'est-à-dire que l'ensemble de la lame allait
se rétrécir et contrairement à ce que je pensais au début, en fait ça fonctionne super bien parce que ça permet de très bien sculpter notamment des plumeaux pour allumer le feu. Et j'ai beau avoir bâtonné avec comme un bourrin, j'ai jamais réussi à casser la lame. Donc tournez-vous vers un forgeron qui s'y connaît bien, qui connaît les matériaux. Je vous ai pas parlé des aciers parce que j'y connais rien. À part les aciers inox, les aciers enrichis en carbone, machin, vous allez trouver des aciers de toutes les qualités possibles. Moi, ça n'a jamais joué un jeu dans ma pratique. C'est-à-dire que lui, c'est un acier inox. Le Mora, c'était un acier inox. J'ai des couteaux acier carbone. Honnêtement, je pense que c'est parce que je n'y ai jamais prêté attention. Ouais, je m'étire les jambes parce que je me fais vieux. Je n'y ai jamais prêté attention, mais moi, ça n'est jamais entré en ligne de compte dans le choix d'un couteau ou dans l'utilisation que j'en ai eu, même dans l'affûtage en fait. Donc, bien sûr, ça dépend également. Est-ce que votre couteau va être trempé? Comment a été faite la trempe? Des fois, un acier très dur va casser plus subitement, il va être moins résilient. Un acier dur va être difficile à affûter, un acier tendre va être plus facile à affûter mais va s'user beaucoup plus vite. Bref, enfin, je pense que à ce niveau-là, on est dans la sodomie de diptère. Voilà, là, on est dans l'enculage de mouche. Moi, c'est vraiment des critères qui me passent au-dessus de la tête. Donc, je vous ai juste donné moi les critères qui m'intéressent. Peut-être que vous, ça vous intéressera au plus haut point. Mais en tout cas, c'est pas le cas pour moi. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que vous aurez apprécié ce petit tour d'horizon des critères qui, moi, m'intéressent dans le choix d'un couteau. Peut-être que ça vous aura donné envie de découvrir certains modèles. Je vais essayer de mettre tous les liens dans la description. Si cet épisode vous a plu, ça me rendrait un énorme service que vous le partagiez avec vos amis, que vous soyez d'accord avec ce que je dis ou pas d'accord, peu importe. Mais en tout cas, voilà, je vous ai juste présenté mes pensées. Je ne dis pas que c'est la vérité, je dis juste que moi, c'est comme ça que je fais concernant les couteaux. Donc si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner au podcast. Je vais essayer de faire d'autres épisodes prochainement. J'ai une ou deux interviews en suspens que je dois faire depuis un moment et que j'ai jamais pris le temps de les faire. Donc là, je suis résolu, ça va le faire. Pour suivre mes actualités, vous vous tournez vers mon blog albancamp.com. Comme je vous l'ai dit, je déserte un peu les réseaux sociaux. Mais vous pouvez aussi éventuellement vous abonner à ma newsletter. Alors la newsletter, c'est pas toutes les semaines et un pâté à lire écrit par l'intelligence artificielle. C'est quand j'ai envie. C'est quand j'ai envie et quand j'ai quelque chose à raconter. Donc là, honnêtement, ça doit faire plus de 2 ans que j'ai pas envoyé une newsletter. Je vais en envoyer quelques-unes parce que j'ai des petites choses en navigation naturelle à indiquer et puis j'ai quelques petites annonces à faire, mais sinon c'est pas du tout quelque chose de régulier. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura servi et j'espère que ça peut vous intéresser pour choisir un couteau. Et donc je vous dis peut-être à la prochaine fois et d'ici là, bonne journée et bon bushcraft.